Le verre à vin a glissé de mes doigts. Pas tombé. Glissé. Il y a une différence. Quand quelque chose tombe, vous êtes surpris. Quand quelque chose glisse, votre corps a déjà pris une décision que votre esprit n'a pas encore rattrapée. Le verre a heurté le parquet de ce qui était autrefois mon salon et s'est brisé en 1000 morceaux. Le vin rouge s'est répandu sur les planches de chêne comme du sang. Sept paires d'yeux se sont tournés vers le bruit. Sept visages que je n'avais jamais vus avant ce soir. Des visages qui appartenaient à la famille de la fiancée de mon fils. Des visages qui étaient là pour le dîner de la veille de Noël dans ma maison. Des visages qui me fixaient maintenant comme si j'étais la domestique qui avait fait une bêtise. Mon fils Trevor se tenait près de la cheminée, son bras enroulé autour de la taille de Francesca. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. 43 ans d'histoire ont défilé entre nous dans ce seul regard. Je portais encore mon tablier. J'avais encore de la farine dans les cheveux. Je sentais encore la dinde que j'arrosais depuis 5 heures ce matin. La bouche de Trevor s'est ouverte. Le temps s'est étiré comme de la tire chaude qu'on étire, chaque seconde durant plus longtemps qu'elle ne le devrait. La minuterie de la cuisine bipait en arrière-plan. Quelque chose brûlait. Ou peut-être que c'était juste ma vie qui partait en fumée. Je ne savais plus. Voici Maureen, a dit Trevor en faisant un geste vers moi avec son verre de vin. Le geste était désinvolte, méprisant, comme s'il désignait un meuble. La bonne. Les mots flottaient dans l'air. Pas, ma mère. Pas, la femme qui m'a élevé. Pas même, Maureen qui vit ici. La bonne. La mère de Francesca, une femme mince au visage tiré par ce qui devait être son 3e lifting, a hoché lentement la tête. De la manière dont on reconnaît le personnel. De la manière dont on regarde au-delà de quelqu'un au lieu de le regarder. Son mari a à peine jeté un regard dans ma direction avant de se retourner pour examiner l'œuvre d'art sur le mur. Mon œuvre d'art ? Les peintures que j'avais collectionnées pendant 40 ans de vie dans cette maison. Puis Francesca a ri. Ce son aigu que j'entendais depuis 6 mois maintenant. Ce son qui me faisait mal aux dents et me nouait l'estomac. Ce son qui venait toujours juste avant qu'elle ne dise quelque chose qui laisserait une marque. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie ici, a dit Francesca, sa voix portant à travers la pièce. Assez fort pour que tout le monde entende. Assez fort pour s'assurer que personne ne le manque. Assez fort pour effacer chaque sacrifice que j'avais jamais fait pour l'homme qui se tenait à côté d'elle. La pièce a basculé. Pas réellement, mais dans ma tête, tout a dévié de son axe. Ma vision s'est rétrécie jusqu'à ce que je ne vois plus que le visage de Trevor. Le visage que j'avais mémorisé quand il avait 7 ans et sanglotait aux funérailles de son père. Le visage que j'avais embrassé pour lui souhaiter bonne nuit 10 000 fois. Le visage qui me regardait maintenant comme si j'étais exactement ce que Francesca disait que j'étais. Quelque chose en moi s'est fissuré, pas cassé. Casser implique des dommages, implique quelque chose qui doit être réparé. C'était différent. C'était une serrure qui se libérait enfin. Une porte qui s'ouvrait enfin. Une femme qui se souvenait enfin qu'elle avait le droit de la franchir. Mes mains se sont déplacées vers les cordons de mon tablier. Mes doigts étaient stables, plus stables qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. J'ai défait le nœud dans mon dos, j'ai retiré le tablier par-dessus ma tête et je l'ai plié soigneusement, précisément, de la manière dont j'avais plié 1000 tabliers auparavant, de la manière dont j'avais tout fait dans cette maison pendant 43 ans, avec soin, avec attention, avec un amour que personne n'avait pris la peine de remarquer. Je suis passé devant eux, devant les 7 étrangers buvant du vin dans mon salon, devant le sourire suffisant de Francesca, devant l'expression soudainement incertaine de Trevor, devant la vie que j'avais vécue comme un fantôme dans ma propre maison. La cuisine était un chaos. 3 casseroles débordaient sur la cuisinière, la minuterie bipait toujours, le four fumait légèrement parce que la dinde était maintenant trop cuite. Tout ce que j'avais passé 14 heures à préparer se ruinait en temps réel. Bien. Laissez-le brûler. Laissez tout brûler. J'ai coupé le gaz sur chaque brûleur. Clic, 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 clic. Chaque silence était une petite victoire. J'ai ouvert le four et je l'ai éteint aussi. Le silence soudain était assourdissant. Plus de bip. Plus de bouillonnement. Plus de faux semblants. Trevor est apparu dans l'embrasure de la porte. Son visage était devenu pâle. Ce regard qu'on a quand on réalise qu'on a fait une erreur, mais qu'on ne sait pas encore à quel point elle est grande. Quand on commence à comprendre qu'il pourrait y avoir des conséquences,
mais qu'on pense encore pouvoir s'en sortir en parlant. Maman. Sa voix s'est brisée sur le mot. Qu'est-ce que tu fais? Le dîner n'est pas prêt. Tout le monde attend. Laissez-les attendre, ai-je dit. Ma voix sonnait différemment, plus calme qu'elle n'aurait dû l'être, plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des mois, quand j'avais tant essayé de me faire assez petite pour tenir dans les coins de ma propre maison. J'ai posé le tablier plié sur le comptoir, j'ai pris mon sac à main sur le crochet près de la porte arrière, j'ai senti le poids de mes clés de voiture à l'intérieur, j'ai senti le poids de 43 ans tomber de mes épaules. Les autres s'étaient maintenant agglutinés dans l'embrasure de la cuisine. Tous les 7, plus Trevor, plus Francesca se frayant un chemin vers l'avant, le visage tordu de confusion et de quelque chose qui aurait pu être de la peur. Elle devrait avoir peur. J'ai regardé chacun de leurs visages, je les ai mémorisés. Ces gens qui étaient venus chez moi, qui avaient regardé mon fils m'appeler, la bonne, et qui avaient ri quand sa fiancée avait empiré les choses. Ces gens qui avaient accepté le vin, les amuse-gueules et la chaleur de ma maison sans jamais demander qui j'étais vraiment. Puis j'ai regardé Trevor. Je l'ai vraiment regardé, j'ai essayé de trouver le garçon que j'avais élevé quelque part dans le visage de cet homme, le garçon qui avait dit que j'étais son héros quand il avait obtenu son diplôme d'études secondaires, le garçon qui avait promis de prendre soin de moi comme je l'avais fait pour lui. Le garçon qui m'avait tenu la main aux funérailles de son père et qui avait chuchoté « On va s'en sortir, n'est-ce pas, maman? Toi et moi. » Il n'était pas là. Peut-être qu'il n'avait jamais été là. Peut-être que j'avais aimé une idée au lieu d'une personne. Peut-être que c'était de ma faute de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais je le voyais maintenant. Je démissionne, ai-je dit. 2 mots. Simple, clair, définitif. Le visage de Trevor est passé du pâle au blanc. Quoi? Que veux-tu dire par « tu démissionnes » ? Tu ne peux pas démissionner. C'est ta maison. Tu ne peux pas simplement. Je peux, les jeux interrompus. Ma voix était toujours calme, mais elle avait du poids maintenant. Le poids de chaque fois que j'avais mordu ma langue. Chaque fois que je m'étais faite plus petite, chaque fois que j'avais fait semblant de ne pas les entendre parler de moi comme si je n'étais pas là. Je suis la bonne. Tu te souviens? C'est ce que tu leur as dit. C'est ce qu'elle a dit que je suis. Et les bonnes peuvent démissionner. J'ai ouvert la porte arrière. L'air de décembre s'est engouffré, froid, vif et pur. Les lumières de Noël que Trevor et Francesca avaient accrochées dehors clignotaient en rouge et vert, joyeuses, festives, complètement déplacées pour ce moment. Maman, attends. La voix de Trevor s'est élevée avec panique. Maintenant, tu ne peux pas simplement partir. Et le dîner? Et Noël? Et? Je me suis retourné une dernière fois, j'ai regardé mon fils, l'homme qui avait oublié que j'étais sa mère, qui m'avait présenté comme la domestique pour faire plaisir à sa fiancée, qui l'avait laissé rire pendant qu'elle effaçait 43 ans de sacrifice avec une seule phrase. Joyeux Noël, Trevor. J'ai mis un pied sur le porche. Derrière moi, j'ai entendu la voix aiguë de Francesca. Trevor, ne reste pas là. Va la chercher. Elle est en train de tout gâcher. Tout gâcher. Comme si j'étais le problème. Comme si m'éloigner de gens qui me traitaient comme un meuble était mal. J'ai entendu Trevor faire un pas en avant, puis s'arrêter. Puis la voix de Francesca à nouveau, plus basse, mais tout aussi aiguë. Laisse-la partir. Elle reviendra. Elle revient toujours. Mais je ne reviendrai pas. Pas cette fois. Cette fois, c'était fini. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur, j'ai regardé dans le rétroviseur la maison où j'avais vécu pendant 43 ans. Les fenêtres brillant d'une lumière chaude et jaune, la couronne de Noël sur la porte d'entrée, la vie que je laissais derrière moi. Mon téléphone a commencé à vibrer dans mon sac à main. Le nom de Trevor s'est allumé sur l'écran. Je n'ai pas répondu. J'ai mis la voiture en marche et je me suis éloigné du trottoir. La rue était calme. La plupart des gens étaient à l'intérieur avec leur famille, célébrant, étant aimés, valorisés, vus. Je suis passé devant la maison des Henderson avec son Père Noël gonflable. Devant l'arbre de Noël parfaitement décoré de la famille Martinez, visible par leurs fenêtres. Devant 43 ans de voisins qui avaient vu Trevor grandir, qui avaient apporté des gratins quand mon mari est mort, qui m'avaient salué chaque matin quand je partais pour mes gardes d'infirmière. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais pas de plan. Tout ce que je savais,
c'est que je ne pouvais pas revenir en arrière. Je ne pouvais pas retourner dans cette cuisine et faire comme si la dernière heure n'avait pas eu lieu. Je ne pouvais pas sourire et servir le dîner à des gens qui pensaient que j'étais la domestique. Je ne pouvais pas regarder mon fils et ne pas voir l'étranger qu'il était devenu. L'autoroute s'étendait devant moi, sombre, vide, pleine de possibilités que je ne pouvais pas encore voir. Mon téléphone a vibré encore et encore et encore. Je l'ai ignoré. Quoi que Trevor veuille dire maintenant, c'était 6 mois trop tard, car cela n'avait pas commencé ce soir. Ce soir, c'était juste le moment où tout ce que j'avais avalé était finalement remonté. Il y a 6 mois, Trevor était rentré à la maison. Pas pour une visite, pas pour un week-end. À la maison pour rester. Du moins, c'est ce qu'il avait dit. Juste temporaire, maman. Juste le temps qu'on se mette sur pied. J'étais assise dans mon fauteuil de lecture quand il l'avait demandé. Celui près de la fenêtre qui captait la lumière de l'après-midi. Celui que je m'étais acheté après avoir fait des doubles gardes pendant 3 mois pour me le permettre. Je lisais un roman policier, quelque chose sur une femme qui avait disparu et que tout le monde croyait morte, mais qui avait en fait recommencé sa vie ailleurs. L'ironie ne m'échappait pas maintenant. Bien sûr que vous pouvez rester, avais-je dit. Car que dire d'autre à son fils? Que dire d'autre à l'enfant que vous avez élevé seul après la mort de son père? Que dire d'autre quand vous avez passé toute votre vie à le mettre en premier? Il avait souri. Ce sourire qui arrangeait tout. Merci, maman. Je savais que je pouvais compter sur toi. Oh, et Francesca vient aussi. Francesca. Je l'avais rencontrée une fois auparavant, dans un restaurant du centre-ville. Elle avait été assez polie alors. M'avait posé des questions sur moi, avait ri de mes histoires, semblait intéressée par l'enfance de Trevor. J'étais rentré chez moi en pensant que celle-ci serait peut-être différente. Peut-être que celle-ci serait la femme qui rendrait enfin mon fils heureux. J'aurais dû faire plus attention à ce qu'elle avait commandé ce soir-là. La chose la plus chère du menu, puis l'avait renvoyé 2 fois parce que ce n'était pas bon. Puis n'avait pas dit merci quand le serveur l'avait apporté la 3e fois. C'étaient des signes. Je ne les avais simplement pas lus. Ils avaient emménagé un mardi après-midi. Francesca avait franchi la porte d'entrée portant un seul sac de créateur, le genre qui coûte plus que mon hypothèque mensuelle. Trevor avait suivi avec des cartons. Tellement de cartons. Plus de cartons que 2 personnes ne devraient en avoir besoin pour un séjour temporaire. C'est pittoresque, avait dit Francesca en regardant mon salon. Mon salon avec son canapé confortable, ses étagères intégrées et les photos de famille que j'avais disposées sur la cheminée. Très vintage. Le mot m'avait piqué. Vintage, comme si j'étais quelque chose de vieux et de démodé, quelque chose qui appartenait à une friperie au lieu de ma propre maison. Maman, on pensait prendre la chambre principale, avait dit Trevor. Pas demandé, dit. Elle est plus grande, et Francesca a besoin de place pour ses affaires. Ça ne te dérange pas de déménager dans la chambre d'amis, n'est-ce pas? Ça m'avait dérangé. Ça m'avait dérangé que ma chambre, où j'avais dormi pendant 43 ans, où j'avais pleuré jusqu'à m'endormir après la mort de mon mari, où j'avais célébré chaque fête des mères avec un petit déjeuner au lit que Trevor préparait, soit soudainement la leur. Mais j'avais souri et j'avais dit que c'était bien, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On fait de la place. J'avais passé ce premier week-end à déménager mes affaires, mes vêtements dans le plus petit placard, mes livres sur l'étagère de la chambre d'amis, ma boîte à bijoux, mes photos, tout ce qui faisait de cette chambre la mienne devait tenir dans un espace 2 fois plus petit. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que c'était temporaire. Je me suis dit que j'aidais. Francesca avait réarrangé les meubles la première semaine. J'étais rentré d'une garde de 12 heures à l'hôpital pour trouver mon salon complètement différent. Mon fauteuil de lecture avait disparu. Il bloquait la circulation, avait expliqué Francesca. Je l'ai mis au sous-sol. L'énergie est bien meilleure maintenant. Le vaisselier de ma mère avait été poussé dans un coin, face au mur. Les photos de famille sur la cheminée avaient été remplacées par les objets décoratifs de Francesca, des choses en argent, des formes géométriques qui ne signifiaient rien. Mon histoire effacée par le goût de quelqu'un d'autre. Trevor était sur son téléphone, faisant défiler quelque chose. Il avait levé les yeux quand j'avais fait un petit bruit de protestation. C'est mieux, non, avait-il dit. Pas une question, une déclaration, une attente que je sois d'accord. J'aimais comme c'était avant,
avais-je dit tranquillement. Le changement, c'est bien, maman, avait répondu Trevor, retournant déjà à son téléphone. Tu t'y habitueras. Mais je ne m'y suis jamais habitué. Chaque matin, j'entrais dans mon salon et je me sentais comme une visiteuse. Chaque soir, je m'asseyais sur mon canapé réarrangé et mon fauteuil de lecture me manquait. Chaque nuit, j'allais dormir dans la chambre d'amis et je me demandais quand le temporaire prendrait fin. Au 2e mois, j'avais cessé de demander, de mentionner les changements, d'essayer d'avoir des opinions sur ma propre maison. C'était plus facile de se taire, plus facile de faire semblant que ça ne me dérangeait pas, plus facile de me faire de plus en plus petite jusqu'à ce que peut-être je disparaisse complètement et que personne ne s'en aperçoive. C'est à ce moment-là que j'avais commencé à les entendre parler de moi. Il était tard, passé minuit. J'étais dans la cuisine en train de prendre de l'eau parce que je ne pouvais pas dormir. La chambre d'amis était au-dessus du garage et la chaudière faisait ce bruit de cliquetis qui me tenait éveillé. J'étais sur le point de remonter quand j'avais entendu des voix de la chambre principale. La porte était entr'ouverte. Juste d'1 centimètre. Juste assez. Ta mère est tellement collante. La voix de Francesca s'était échappée. Claire, aiguë, comme si elle voulait être entendue. Toujours à tourner autour, à poser des questions. C'est épuisant. J'étais figé dans le couloir. Collante. On m'avait qualifié de beaucoup de choses dans ma vie. Forte, indépendante, capable, jamais collante. J'avais élevé un enfant seul, j'avais travaillé 2 emplois, j'avais payé une hypothèque, j'avais bâti une vie à partir de rien après la mort de mon mari. Ce n'était pas être collante. C'était survivre. Elle veut bien faire, avait dit Trevor. Sa voix n'avait aucune conviction, juste des mots. Des mots vides dits parce qu'il était censé dire quelque chose. Eh bien, elle doit comprendre les limites, avait poursuivi Francesca. C'est notre maison maintenant. Vraiment. Elle est juste là. Silence. J'étais resté dans ce couloir, tenant mon verre d'eau, attendant que mon fils la corrige, qu'il dise, c'est sa maison, Francesca. On est chez elle, qu'il me défende, qu'il se souvienne de qui j'étais. Tu as raison, avait finalement dit Trevor. Je lui parlerai. Il ne l'a jamais fait. Mais les choses ont empiré. Quoi qu'il en soit, Francesca a cessé de dire merci quand je préparais le dîner, a cessé de me reconnaître quand elle entrait dans une pièce, a commencé à parler au téléphone assez fort pour que je l'entende, utilisant des mots comme « notre cuisine »,« notre salon » et « notre maison », m'effaçant une conversation à la fois. J'avais commencé à manger mes repas, debout au comptoir après qu'ils aient fini. J'avais commencé à faire ma lessive à minuit quand ils dormaient. J'avais commencé à faire des gardes supplémentaires à l'hôpital parce qu'au moins là-bas, j'étais l'infirmière Caldwell, pas la femme invisible dans sa propre maison. Mais j'étais resté parce qu'il était mon fils. Parce que je l'avais mieux élevé que ça. Parce que je continuais de croire qu'il finirait par se souvenir de qui j'étais, de ce que j'avais fait pour lui, de ce que nous signifions l'un pour l'autre. Puis, il y a 2 semaines, j'avais préparé le dîner. Un rôti de bœuf, le plat préféré de Trevor. Je le préparais de la même manière depuis qu'il avait 8 ans, le cuisant lentement avec des carottes, des pommes de terre et cet assaisonnement spécial que ma mère m'avait appris. L'odeur emplissait toute la maison. Chaude, réconfortante, l'odeur de la maison. Trevor s'était éclairci la gorge. Ce son qu'il faisait quand il était sur le point de dire quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Je connaissais ce son depuis qu'il était adolescent et qu'il essayait d'expliquer pourquoi il avait manqué le couvre-feu. Les parents de Francesca viennent pour la veille de Noël, avait-il annoncé. Pas demandé, pas suggéré, annoncé. Son frère et sa famille aussi. On reçoit. J'avais arrêté de remuer la casserole, je m'étais retourné, je l'avais regardé, debout dans l'embrasure de ma cuisine comme s'il possédait l'endroit. Recevoir ici? Où voudrais-tu qu'on reçoive? Francesca était apparue derrière lui, son téléphone à la main comme toujours. C'est Noël. La famille devrait être ensemble. La famille. J'étais aussi de la famille. Sa famille. Sa seule famille depuis 61 ans. Mais apparemment pas la famille qui comptait. Combien de personnes, avais-je demandé, ma voix prudente. 7, avait dit Francesca. Peut-être 8 si ma tante vient. Tu peux gérer ça, non? Ou c'est trop? La question était chargée, comme un test.
Comme si elle attendait que j'échoue, que je prouve que j'étais aussi inutile qu'elle le pensait déjà. Je peux le gérer, avais-je dit, parce que j'avais tout géré. Parce que j'avais toujours tout géré. Cette nuit-là, j'avais trouvé l'enveloppe. Il était 3 heures du matin. Je ne pouvais plus dormir. La chaudière qui cliquetait, mon esprit qui s'emballait. Tout ce que Francesca avait dit sur le fait de recevoir à Noël rejouait dans ma tête. J'étais descendu pour un thé. De la camomille, le même que ma mère préparait quand je ne pouvais pas dormir enfant. L'enveloppe était sur le comptoir de la cuisine, blanche, légale, mon nom écrit dessus de l'écriture de Trevor. Je l'avais ramassée, mes mains tremblant déjà parce que d'une manière ou d'une autre, je savais. D'une manière ou d'une autre, je savais avant même de l'ouvrir que tout allait empirer. À l'intérieur se trouvait un seul document, acte de transfert de propriété. Je l'avais lu 3 fois, 4 fois, 5 fois. Les mots continuaient de se réorganiser, mais le sens restait le même. Ils essayaient de transférer la maison au nom de Trevor. Ma maison, la maison dans laquelle j'avais vécu pendant 43 ans. La maison que j'avais payée avec des doubles gardes, des heures supplémentaires et en manquant les matchs de basket de Trevor parce que je devais travailler. La maison qui était à moi. La ligne de signature en bas avait déjà le nom de Francesca écrit. Une écriture soignée, confiante, comme si elle savait que je le signerais, comme si elle savait que je céderais tout ce que j'avais construit parce que c'est ce que je faisais toujours. Je donnais toujours. Je sacrifiais toujours. Je mettais toujours Trevor en premier. Mais pas cette fois. J'avais caché le document dans ma chambre, je l'avais poussé au fond de mon tiroir de commode, sous les pulls que je ne portais jamais. Puis j'étais retourné me coucher et j'avais fixé le plafond jusqu'à ce que le soleil se lève. Pendant 2 semaines, j'avais porté cette connaissance comme une pierre dans ma poitrine. Chaque fois que je regardais Trevor, je voyais ce document. Chaque fois que Francesca me parlait, j'entendais les mots « notre maison ». Chaque fois que je préparais un repas, que je nettoyais une salle de bain ou que je faisais leur lessive, je me demandais s'ils pensaient que je le faisais parce que je leur devais. Parce que c'était leur maison maintenant, et que j'étais juste la domestique. Le matin de la veille de Noël, je m'étais réveillé à 5 heures, par habitude. Toutes ces années à travailler les gardes du matin à l'hôpital. Tous ces matins à me lever avant l'aube pour préparer le déjeuner de Trevor, faire son petit déjeuner et l'emmener à l'école tout en travaillant 2 emplois. La dinde devait aller au four. 6 kilos. Francesca avait insisté pour une grosse, même si on ne serait que 10. On veut des restes, avait-elle dit. De bons restes, pas des trucs bon marché. Comme si j'avais déjà acheté quoi que ce soit de bon marché. Comme si je n'avais pas passé 40 ans à budgétiser chaque dollar pour m'assurer que Trevor avait tout ce dont il avait besoin. Comme si la qualité n'était pas quelque chose que je comprenais. J'avais préparé la dinde comme je le faisais toujours. Du beurre sous la peau, des herbes dans la cavité, du sel et du poivre frottés sur chaque centimètre. La recette de ma mère. La même que j'utilisais chaque Thanksgiving et Noël depuis la naissance de Trevor. La même qu'il disait être la meilleure dinde qu'il ait jamais goûtée. La cuisine était devenue mon usine. Purée de pommes de terre à 8 heures, farce à 9 heures, gratin de haricots verts à 10 heures, sauce au canneberge maison à 11 heures, tarte à midi, pommes, citrouille et noix de pécan. Parce que Francesca ne pouvait pas décider laquelle elle voulait, alors elle avait dit, fais les 3. À 14 heures de l'après-midi, mes pieds criaient. À 15 heures, mon dos s'était bloqué de la manière dont il le faisait quand je restais debout trop longtemps. À 15h30, j'avais pris 4 ibuprofènes et j'avais continué parce que c'est ce qu'on fait. On finit ce qu'on commence. On prend soin des gens même s'ils ne le méritent pas. La sonnette avait retenti à 16 heures. J'étais jusqu'au coude dans la purée de pommes de terre. Des vrais, pas de l'instantané. Francesca l'avait bien précisé. Je peux sentir la différence, avait-elle dit. Ma famille connaît la qualité. J'avais entendu son cri strident du hall. Ce son qu'elle faisait quand elle se donnait en spectacle, quand elle jouait la version d'elle-même qu'elle voulait que les autres voient. Douce, pétillante, reconnaissante. Vous avez réussi. La voix de Francesca avait traversé la maison. Entrez. Entrez. Laissez-moi prendre votre manteau. Oh mon Dieu. Maman, tu es magnifique. Trevor, ils sont là. J'avais essuyé mes mains sur mon tablier, j'avais pris une profonde inspiration,
je m'étais dit d'être gracieuse, d'être gentille, de me souvenir que c'était pour que Trevor soit heureux. C'est tout ce que j'avais toujours voulu, qu'il soit heureux. J'étais allé à l'embrasure de la cuisine, j'avais regardé dans le hall. Cette personne se tenait là. Les parents de Francesca, son frère et sa femme, leurs 2 enfants adolescents, tous habillés comme s'ils allaient à un country club. Tous tenant des bouteilles de vin ou des sacs à dos. Tous regardant ma maison comme s'ils l'évaluaient. Cet endroit est magnifique, avait dit la mère de Francesca. Elle était mince, mince comme une yogi, mince comme après un lifting, le genre de minceur qui vient de l'argent, du temps et des entraîneurs personnels. Vous avez fait tellement de choses avec. On a travaillé très dur, avait répondu Francesca. Comme si elle était là depuis 43 ans. Comme si elle avait peint ses murs, refait ses sols et planté le jardin à l'arrière. Venez voir le salon. On a complètement réimaginé l'espace. Mon salon, mon espace, réimaginé sans moi. Ils s'étaient déplacés en groupe, suivant Francesca comme si elle faisait une visite guidée. Trevor était apparu de quelque part, tenant déjà un verre de vin, jouant déjà l'autre dans ma maison. Il avait souri à la famille de Francesca, avait serré la main de son père, avait étreint sa mère, avait joué le gendre parfait. J'étais resté dans l'embrasure de la cuisine, portant toujours mon tablier taché, avec probablement encore de la farine dans les cheveux, sentant encore les 14 heures de cuisine que j'avais faites, invisible à nouveau. Puis Francesca s'était retournée et m'avait vu là. Ses yeux m'avaient parcouru. Ce regard, celui que j'avais vu 100 fois en 6 mois. Le regard qui disait que j'étais sur le chemin, que je ne cadrais pas, que j'étais quelque chose à tolérer mais pas à reconnaître. Oh, avait-elle dit, juste ça. Oh. Comme si elle avait oublié mon existence. Comme si j'étais une surprise malvenue. C'est là que c'est arrivé. C'est là que j'étais entré dans mon salon pour la dernière fois en tant que femme qui y vivait. La pause avant que Trevor ne parle avait duré une éternité. Je l'avais regardé, je l'avais vraiment regardé, je lui avais donné une dernière chance de me voir, de se souvenir, de faire ce qu'il fallait. Sa bouche s'était ouverte. Le temps s'était étiré. La minuterie de la cuisine avait bipé en arrière-plan. La dinde probablement prête maintenant. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, probablement parfait, prêt exactement ce qu'ils avaient demandé. C'est Maureen, avait-il dit. La bonne. Et Francesca avait ri et dit, je gagne ma vie ici. Et quelque chose en moi s'était enfin fissuré. Maintenant, je m'éloignais de cette maison, de ces gens, de mon fils qui avait oublié que j'étais sa mère. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je me suis arrêté à une station-service à 30 km de la ville. J'ai regardé l'écran. 37 appels manqués de Trevor. 15 SMS. Je les ai ouverts. Maman, où es-tu? Maman, reviens. Tu m'embarrasses. Les parents de Francesca posent des questions. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Tu ne peux pas simplement partir. C'est ridicule. Maman, sérieusement, réponds à ton téléphone. J'ai besoin que tu reviennes. Besoin. Il avait besoin de moi. Pas qu'il me manquait, pas qu'il m'aimait, pas qu'il avait réalisé qu'il avait fait une terrible erreur. Il avait besoin que je revienne, que je finisse le dîner, que je joue mon rôle et que je redevienne invisible. J'ai effacé tous les messages, j'ai éteint mon téléphone, je suis resté assise dans ma voiture sur le parking d'une station-service la veille de Noël, et je me suis enfin laissé ressentir tout ce que j'avais refoulé pendant 6 mois. La rage. C'est ce qui est venu en premier. Chaude, nette et clarifiante. La rage contre Trevor d'avoir oublié qui j'étais. La rage contre Francesca de m'avoir traité comme un meuble. La rage contre moi-même de l'avoir laissé faire, de m'être faite petite, de croire que l'amour signifiait accepter tout ce que les gens étaient prêts à donner. Puis le chagrin, profond, douloureux et ancien. Pas seulement pour ce soir, pour tout. Pour la femme que j'étais avant de commencer à disparaître, pour la relation mère-fils que je pensais que nous avions mais que nous n'avions peut-être jamais eue. Pour 43 ans à construire une vie que quelqu'un d'autre pouvait simplement revendiquer avec quelques mots. Puis autre chose, quelque chose de plus léger, quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. J'étais libre. J'ai quitté la station-service et j'ai continué à conduire. Je ne savais pas où j'allais, mais ça n'avait pas d'importance. N'importe où était mieux que là-bas.
N'importe où était mieux que d'être la bonne dans ma propre maison. 1 heure plus tard, je me suis garé sur le parking d'un hôtel. Rien d'extraordinaire, juste un Holiday Inn près de l'autoroute. Le genre d'endroit avec des draps propres, un café décent et aucune histoire. Pas de souvenirs, pas de fantômes. La femme à la réception était jeune, peut-être 25 ans. Elle avait des yeux gentils et un bonnet de Père Noël légèrement de travers. « Juste vous ce soir ?» avait-elle demandé. « Juste moi ?» avais-je répondu. Et d'une manière ou d'une autre, cela m'a semblé la chose la plus honnête que j'ai dite depuis des mois. « Vous partez demain. » J'avais fait une pause, j'avais regardé le hall avec ses décorations de Noël génériques, ses 2 lumières vives et son absence totale de jugement. « Je ne sais pas encore » avais-je dit. Elle avait souri et m'avait tendu une clé de chambre. « Prenez votre temps pour décider. » J'avais pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage, j'avais trouvé ma chambre, j'avais déverrouillé la porte, j'étais resté dans l'embrasure, regardant cet espace fade, neutre, parfaitement anonyme. Personne n'avait réarrangé les meubles. Personne n'avait poussé mes affaires dans les coins. Personne ne m'avait effacé. Je m'étais assise sur le lit et je m'étais enfin laissé pleurer. Pas des pleurs de tristesse, pas même des pleurs de colère. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à un réveil. Comme se souvenir que j'étais une personne et pas seulement un rôle. Comme retrouver la femme que j'étais avant d'apprendre à disparaître. Mon téléphone a vibré. Je l'avais rallumé sans y penser. Un nouveau message vocal. J'avais failli le supprimer. Presque. Mais quelque chose m'a poussé à écouter. La voix de Trevor, craquelait. « Maman, s'il te plaît. Je suis désolé. Je ne voulais pas. S'il te plaît, rappelle-moi. » Tout le monde est parti. Le dîner est fichu. Francesca est en colère. Ses parents pensent que je suis un raté. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. Besoin. C'était encore ce mot. J'ai effacé le message vocal, j'ai éteint mon téléphone, je me suis allongé sur le lit de l'hôtel et j'ai fixé le plafond. Quelque part, dans cette maison, mon fils apprenait ce que ça faisait quand la personne qui avait toujours été la n'y était plus. Quand la femme qui s'était toujours sacrifiée arrêtait enfin. Quand la mère qu'il avait toujours aimée inconditionnellement se souvenait enfin qu'elle avait aussi des conditions. Et j'apprenais ce que ça faisait de me choisir, de m'éloigner de gens qui traitaient l'amour comme une ressource qu'ils pouvaient épuiser. De me souvenir que j'avais une valeur qui existait en dehors de ce que je pouvais faire pour les autres. C'était la veille de Noël et j'étais seul dans un Holiday Inn. Pas de famille, pas de dîner, pas de tradition, juste moi et une chambre que personne n'avait revendiquée. Et d'une manière ou d'une autre, pour la première fois en 6 mois, j'avais l'impression d'être à la maison. Je me suis réveillé le matin de Noël dans cette chambre d'hôtel. Pendant un instant, j'avais oublié où j'étais. Puis je m'étais souvenu de tout. Le salon, les mots de Trevor, le rire de Francesca, le trajet, la décision. Je m'étais attendu à ressentir du regret, à vouloir revenir en arrière, à me convaincre que j'avais surréagi. Mais je ne le ressentais pas. Je me sentais clair, comme si j'avais regardé à travers une fenêtre sale toute ma vie et que quelqu'un l'avait enfin nettoyée. J'avais passé le jour de Noël dans cette chambre d'hôtel, j'avais commandé le service en chambre, j'avais regardé des films sur la petite télévision, je m'étais laissé exister sans but, sans servir personne, sans être nécessaire. C'était le meilleur Noël que j'ai eu depuis des années. 3 jours plus tard, j'avais appelé une avocate. Elle s'appelait Patricia Chen. Je l'avais trouvée en ligne. 5 étoiles, spécialisée en droit des personnes âgées et en conflits familiaux. Quand j'avais appelé son cabinet, sa réceptionniste avait dit qu'elle pouvait me voir cet après-midi-là. Patricia était plus jeune que moi, peut-être 50 ans. Des yeux vifs, un tailleur plus vif encore. Elle avait écouté mon histoire sans m'interrompre, sans me juger, sans me dire que je devrais pardonner, oublier ou faire plus d'efforts. « Avez-vous toujours le document de transfert de propriété ?» avait-elle demandé quand j'avais fini. « Oui. » « Dans le tiroir de ma commode. »« Bien. » « N'y touchez pas. »« Ne le signez pas. »« Ne laissez personne entrer dans cette maison avant qu'on ne sache ce qui se passe. » Elle avait sorti un bloc-notes juridique. « Je dois vous demander quelque chose. Vous êtes-vous senti malade dernièrement ? » Étourdie, confuse, plus fatiguée que d'habitude. Je m'étais arrêté, j'y avais réfléchi. Oui, en fait.
Depuis quelques mois. Je pensais que c'était juste l'âge. Le stress du travail. L'expression de Patricia s'était durcie. On doit vous emmener chez un médecin aujourd'hui. Quelque chose dans tout ça ne me semble pas normal. J'avais voulu protester, dire que j'allais bien, mais la vérité, c'est que je n'allais pas bien. J'étais épuisé au-delà de ce que des gardes de 12 heures pouvaient expliquer. J'étais étourdi, dans le brouillard, comme si je me déplaçais dans l'eau au lieu de l'air. Le rendez-vous chez le médecin avait eu lieu ce soir-là. Le docteur Raymond était mon médecin depuis 20 ans. Elle me connaissait mes antécédents, savait que je n'étais pas du genre à me plaindre. Je veux faire un bilan sanguin complet, avait-elle dit après m'avoir examiné. Quelque chose ne va pas. Votre rythme cardiaque est plus bas qu'il ne le devrait. Vos réponses cognitives sont retardées. Avez-vous commencé de nouveaux médicaments? Non, avais-je répondu. Rien de nouveau. Et des suppléments, des herbes, quelque chose que quelqu'un aurait pu vous donner? J'y avais réfléchi. Francesca me donne du café tous les matins. Elle dit que c'est un mélange spécial. Censé aider à avoir de l'énergie. Le stylo du docteur Raymond s'était arrêté de bouger. Depuis combien de temps vous donne-t-elle ce café? 3 mois, peut-être 4. Ne le buvez plus, avait-elle dit. Sa voix avait été sèche, professionnelle, mais urgente. Et j'appelle Patricia Chen tout de suite. Les analyses de sang étaient revenues 2 jours plus tard. Des barbituriques dans mon système. Pas beaucoup. Juste assez pour me rendre fatiguée, confuse, lente. Juste assez pour me faire paraître comme si je déclinais. Comme si j'étais trop vieille pour prendre soin de moi. Comme si j'avais besoin d'aide. Comme si j'allais mourir bientôt. Et ne serait-ce pas pratique si la maison était déjà au nom de Trevor? Patricia avait déposé un rapport de police le jour même. Je leur avais donné le café, le document de propriété, mes dossiers médicaux, tout. C'est sérieux, avait dit l'inspecteur Morrison. Il était plus âgé, proche de la retraite, avait l'air d'avoir tout vu. Tentative de fraude, peut-être tentative d'empoisonnement, peut-être pire, selon ce que notre enquête révélera. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? C'est votre fils. Il m'a appelé la bonne, avais-je répondu, devant des étrangers dans ma propre maison. Après que je lui ai tout donné. L'inspecteur Morrison avait hoché la tête. Alors on continue. 2 semaines plus tard, ils avaient procédé à des arrestations. Je n'étais pas là. Patricia m'avait conseillé de rester à l'écart. De laisser la police faire son travail. De laisser le système fonctionner. Mais elle m'avait appelé après, m'avait tout raconté. Trevor avait été choqué, vraiment choqué, comme s'il avait su que quelque chose n'allait pas, mais ne savait pas à quel point c'était grave. Comme s'il avait soupçonné Francesca de faire quelque chose, mais s'était convaincu que ce n'était pas si grave. Comme s'il avait été volontairement aveugle parce que la vérité était trop laide à regarder. Francesca avait été différente. Elle avait essayé de blâmer Trevor. Avait dit que c'était son idée. Qu'elle ne faisait qu'aider. Que j'étais une vieille femme vindicative qui ne pouvait pas accepter que les choses changent. Mais l'enregistrement que j'avais fait 2 semaines avant Noël prouvait le contraire. J'avais acheté un petit enregistreur vocal, le genre que les enquêteurs utilisent. Patricia l'avait suggéré. Si vous soupçonnez qu'il prépare quelque chose, il nous faut des preuves, avait-elle dit. Enregistrer chaque conversation, chaque mot, tout. Alors, je l'avais fait. J'avais caché l'enregistreur dans la cuisine, dans le salon, dans le couloir devant la chambre principale. J'avais enregistré 3 semaines de leur vie pendant qu'ils pensaient que j'étais trop fatiguée, trop vieille, trop stupide pour remarquer ce qui se passait. L'enregistrement avait tout capturé. Francesca au téléphone avec son frère. Les pilules que j'ajoute à son café devraient accélérer les choses. Elle devient déjà confuse. Donnez-lui encore 1 mois et on pourra probablement la faire déclarer inapte. Alors la maison sera à nous, sans problème. Trevor en arrière-plan, ne protestant pas horrifié, juste silencieux, complice par son silence. Cet enregistrement avait été suffisant, plus que suffisant. Francesca avait été accusée de tentative de fraude, d'usurpation d'identité et d'empoisonnement. Trevor avait été accusé de complicité. Tous 2 risquaient la prison. Je m'étais attendue à me sentir victorieuse, vengée, satisfaite. Au lieu de cela, je me sentais vide.
parce qu'envoyer son enfant en prison, même quand il le mérite, même quand il vous a blessé au-delà de toute mesure, même quand il n'y a pas d'autre choix, ça brise toujours quelque chose en vous qui ne peut jamais tout à fait guérir. Une semaine après Noël, la lettre était arrivée. Enveloppe de la prison de Comté, écriture de Trevor. Je l'avais fixée pendant 1 heure avant de l'ouvrir. Une partie de moi voulait la jeter, la brûler, faire comme si elle n'existait pas. Mais je ne pouvais pas, parce que malgré tout, il était toujours mon fils, et j'étais toujours sa mère. Et certains liens ne se brisent pas, même quand ils le devraient. La lettre faisait 6 pages, manuscrite, tachée de larmes par endroits où l'encre avait bavé. Maman, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et tu ne devrais pas. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Je sais que je t'ai trahi d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Mais il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 60 ans. La mort de papa n'était pas un accident. J'avais arrêté de lire. Mes mains avaient commencé à trembler. Mon mari, le père de Trevor, mort à 32 ans d'une crise cardiaque alors que Trevor avait 7 ans. Le pire jour de nos 2 vies. Le jour qui a tout changé. J'ai continué à lire. J'étais là ce jour-là, dans le garage. Tu pensais que j'étais chez Jason Miller, mais je suis rentré plus tôt. Papa travaillait sur la voiture, la Mustang rouge qu'il aimait. Je voulais aider. Je voulais passer du temps avec lui comme les enfants plus âgés le faisaient avec leur père. Mais il était stressé. Je ne savais pas pour les problèmes d'argent, l'hypothèque ou tout ça. J'avais 7 ans. Je savais juste qu'il semblait différent, distrait, en colère pour quelque chose. Je voulais aider, alors j'ai attrapé sa boîte à outils, la lourde. Mais je l'ai fait tomber. La boîte en métal a heurté le sol durement et les outils se sont éparpillés. Papa a sursauté, surpris. Sa main a glissé. Il s'est coupé avec quelque chose de tranchant. A commencé à saigner. Il m'a crié dessus. Vraiment crié. M'a dit de sortir. A dit que j'étais inutile. Que j'empirais toujours les choses. Qu'il avait besoin d'un fils qui pouvait aider, pas d'un fils qui ne faisait que gêner. J'ai couru dans ma chambre en pleurant. 1 heure plus tard, tu as crié du garage. Je suis descendu en courant. Papa était par terre, immobile. Tu pleurais, tu appelais le 911 et tu essayais de faire un massage cardiaque. Je suis resté là, figé. Et tout ce que je pouvais penser, c'est que je l'avais tué. Que ma chute de la boîte à outils l'avait surpris, stressé et avait en quelque sorte provoqué la crise cardiaque qui nous l'a enlevé. Je ne te l'ai jamais dit. Je l'ai porté seul pendant 60 ans. Les laisser me ronger. Me tordre. J'ai commencé à croire que j'étais mauvais, que je détruisais tout ce que je touchais, que je ne méritais pas de bonnes choses parce que j'avais tué mon propre père. Quand Francesca m'a parlé de son plan, de la maison, je ne l'ai pas arrêté. J'aurais dû. Mon Dieu, j'aurais dû. Mais une partie de moi pensait que je méritais peut-être de te prendre quelque chose parce que tu avais tant sacrifié pour un fils qui avait tué son père. Une partie de moi pensait que tu me devais quelque chose pour la culpabilité que je portais. Une partie de moi voulait te faire du mal comme j'avais mal. Je sais que ce n'est pas rationnel. Je sais que ce n'est pas juste. Je sais que la crise cardiaque de papa n'avait rien à voir avec une boîte à outils qui tombe. Je le sais maintenant. Mais à 7 ans, tout ce que je savais, c'est que je l'avais mis en colère et qu'ensuite il était mort. Et j'ai été ce petit garçon de 7 ans toute ma vie, essayant de me racheter pour quelque chose qui n'a jamais été de ma faute. Je ne te demande pas pardon. Je ne le mérite pas. Je ne te demande pas de retirer les charges. Je mérite ce qui m'arrive. Je te demande juste de comprendre que le fils qui t'a trahi n'a jamais vraiment été moi. C'était un petit garçon effrayé qui n'a jamais appris à faire son deuil, qui n'a jamais appris à se pardonner, qui n'a jamais appris que l'amour ne doit pas être mérité par le sacrifice. Je suis désolé, maman, pour tout. Pour papa, pour la maison, pour Francesca, pour t'avoir appelée la bonne, pour avoir oublié que tu étais ma mère, pour être devenu quelqu'un que tu ne m'as pas élevé à être. J'espère que la prison m'apprendra à être meilleur. J'espère que la thérapie m'aidera à comprendre comment je me suis tant perdu. J'espère qu'un jour, même si ce n'est pas dans cette vie, tu pourras penser à moi sans voir seulement le pire jour de nos 2 vies. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai juste oublié comment le montrer d'une manière qui ne nous blesse pas tous les deux. Trevor.
J'avais lu la lettre 3, 4, 5 fois. À chaque fois, plus de pièces se mettaient en place. La façon dont Trevor avait toujours semblé essayer de se racheter. La façon dont il se tuait au travail pour prouver qu'il était utile. La façon dont il restait dans des relations qui étaient clairement mauvaises parce qu'il pensait qu'il ne méritait pas mieux. La façon dont il avait laissé Francesca prendre le dessus parce qu'il se croyait fondamentalement brisé. Rien de tout cela n'excusait ce qu'il avait fait, mais ça l'expliquait. Et d'une manière ou d'une autre, ça comptait. J'avais plié la lettre, je l'avais remise dans l'enveloppe, j'avais pris une décision. La visite à la prison était prévue pour le mardi suivant. J'avais porté ma plus belle robe, la bleue que je gardais pour l'église et les occasions spéciales. Je voulais que Trevor me voie tel que j'étais vraiment. Pas la bonne, pas la victime, pas la femme qui l'avait trahi, juste sa mère, claire et entière. La salle de visite était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Mur blanc, néon, petite table avec des téléphones de chaque côté d'une cloison en verre. Trevor avait été amené, en orange. Il semblait plus petit, en quelque sorte, plus jeune, plus comme le garçon de 7 ans de sa lettre que l'homme qui m'avait appelé, la bonne. On avait pris nos téléphones en même temps, on s'était regardé à travers la vitre. « Salut, maman », avait-il dit. Sa voix s'était brisée. « Salut, bébé », avais-je répondu, parce qu'il était toujours, malgré tout, toujours mon bébé. Toujours le garçon que j'avais bercé pour l'endormir, soigné pendant les cauchemars et aimé de tout mon être. On était resté en silence un moment. Tant de choses à dire. Aucune idée par où commencer. J'ai reçu ta lettre, avais-je finalement dit. Ses yeux s'étaient remplis de larmes. Je suis désolé pour tout ça. Pour. Je sais, avais-je interrompu. Je sais que tu le es. Mais désolé ne répare pas ça, Trevor. Désolé n'annule pas les 6 derniers mois. Désolé n'efface pas ce que tu as laissé faire. Je sais. La crise cardiaque de papa n'était pas de ta faute, avais-je continué. Ma voix était stable, claire. J'avais besoin qu'il entende ça. Vraiment l'entende. Tu avais 7 ans. Les enfants font tomber des choses. Papa était stressé par l'argent, le travail et le fait d'être un jeune père. Son cœur a lâché. C'est tout. Ce n'est pas de ta faute. Ça n'a jamais été de ta faute. Trevor pleurait ouvertement maintenant. Mais je l'ai mis en colère. Les enfants mettent leurs parents en colère. C'est normal. C'est la vie. Ce n'est pas un meurtre. Ce n'est même pas proche. Je m'étais penché en avant, j'avais appuyé ma main contre la vitre. Tu as porté une culpabilité qui n'a jamais été la tienne. Et ça t'a empoisonné, t'a tordu, t'a transformé en quelqu'un qui pense que l'amour est quelque chose qu'il faut mériter par la souffrance. Je ne sais pas comment être différent. Tu apprends, avais-je dit. Tu suis une thérapie. Une vraie thérapie. Tu fais le travail. Tu découvres qui tu es quand tu n'essaies pas de te racheter pour quelque chose qui n'était pas de ta faute. Tu grandis. M'attendras-tu, avait-il demandé. Si bas. Si petit. Seras-tu toujours là quand je sortirai? J'y avais pensé. Vraiment réfléchi. J'avais pensé aux 6 derniers mois. J'avais pensé à la maison. J'avais pensé à être appelé, la bonne. J'avais pensé aux documents de propriété, aux pilules dans mon café et à l'enregistrement qui prouvait qu'il savait que quelque chose n'allait pas mais qu'il n'avait rien arrêté. Je ne sais pas, avais-je finalement dit. Honnête, brute, vrai. Je ne sais pas si je peux pardonner ça. Je ne sais pas si notre relation survit à ça. Je ne sais pas ce qui se passera après que tu auras purgé ta peine. Mais je peux te dire ça. Je ne te détesterai pas. Je ne te souhaiterai pas de mal. Je ne ferai pas comme si tu n'existais pas. Et peut-être que c'est suffisant pour l'instant. Trevor avait hoché la tête, comprenant que, peut-être, était plus qu'il ne méritait. Que, peut-être, était un cadeau en soi. Je vais vendre la maison, avais-je dit. Trop de fantômes là-bas. Trop de souvenirs d'être invisible. J'achète quelque chose de nouveau, de petit, quelque chose qui n'est qu'à moi. C'est bien, maman, avait dit Trevor. Tu mérites ça. C'est vrai, avais-je convenu. Je mérite beaucoup de choses que j'ai oublié de demander. Je m'en souviens maintenant. On avait parlé pendant les 20 minutes restantes.
Pas de choses profondes, juste des choses de surface. Comment il s'adaptait à la prison, comment était la thérapie, quels livres il lisait, le temps, Noël, des choses normales qui semblaient étranges dans cet endroit anormal. Quand notre temps était écoulé, je m'étais levé pour partir. Trevor avait appuyé sa main contre la vitre une dernière fois. « Maman » avait-il dit. « Merci d'être venu. »« De rien » avais-je répondu. « Parce que les manières comptent, même en prison, même après la trahison. Parce que j'étais toujours sa mère et que certaines choses ne changent pas même quand tout le reste change. » J'étais rentré de cette visite à la prison en me sentant plus légère, en quelque sorte, comme si j'avais posé un poids que je ne savais pas que je portais. Je n'étais pas guéri. Je n'avais pas surmonté ça. Mais je commençais à comprendre que guérir ne signifie pas oublier. Ça signifie apprendre à porter la douleur d'une manière qui ne vous détruit pas. 6 mois s'étaient écoulés depuis la veille de Noël. 6 mois de thérapie pour moi. 6 mois de thérapie pour Trevor. 6 mois à apprendre qui j'étais quand je n'étais pas petite. J'avais vendu la maison en février. Ça s'était fait rapidement. Un jeune couple avec un bébé. Ils l'avaient adoré, surtout la cuisine. Je les avais regardés la parcourir, pointant du doigt des choses, faisant des projets, parlant de leur avenir dans ces pièces qui contenaient mon passé. Ça avait fait moins mal que je ne l'avais prévu. J'avais acheté un condo en mars. 2 chambres, dernier étage, de grandes fenêtres. Près de ma fille. Oui, ma fille. Celle que j'avais à peine mentionnée parce que Trevor avait toujours été si présent, si nécessiteux, si envahissant. Ma fille Lydia, qui vivait à 2 heures de là avec son mari et leurs 3 enfants, qui m'appelait depuis des années pour que je me rapproche, qui m'avait regardé disparaître dans la vie de Trevor et ne pouvait rien y faire parce que je l'avais choisi lui plutôt qu'elle, encore et encore. Je l'avais appelée le lendemain de Noël, de cette chambre d'hôtel, je lui avais tout raconté. Elle avait pleuré, puis elle s'était mise en colère, puis elle avait dit « Maman, je t'aime, mais ça aurait dû arriver il y a des années. Trevor t'utilise depuis qu'il a 18 ans. C'est juste la première fois que tu le remarques. » Elle avait raison. Et j'avais été aveugle. Et maintenant, je voyais clairement. Vivre près de Lydia, c'était comme se réveiller d'un long sommeil. Ses enfants m'aimaient vraiment, voulaient passer du temps avec moi, me posaient des questions sur ma vie, se souvenaient de mon anniversaire, m'appelaient « Mamie Maureen » avec affection au lieu d'obligation. J'avais recommencé à peindre, quelque chose que j'avais abandonné il y a 30 ans quand la maternité célibataire avait pris le dessus. J'avais oublié à quel point j'aimais ça, à quel point c'était paisible de créer quelque chose juste pour la joie de le créer. J'avais rejoint un club de lecture, je m'étais fait des amis, des femmes de mon âge qui avaient leurs propres histoires de disparition et de retrouvailles. On se réunissait tous les jeudis soirs, on buvait du vin, on riait trop fort, on prenait de la place. J'avais coupé mes cheveux courts, modernes, pas la longue tresse que j'avais portée pendant 40 ans parce que c'était facile et pratique. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était juste à moi. J'avais enfin pris ma retraite d'infirmière. J'utilisais ma pension, ma sécurité sociale et l'argent de la vente de la maison pour vivre confortablement. J'achetais des choses que je voulais au lieu de choses dont j'avais besoin. J'avais voyagé, j'avais fait une croisière en Alaska, j'avais passé une semaine à New York, j'avais dit « oui » aux choses au lieu de toujours dire « je ne peux pas me le permettre ». Et chaque dimanche, je prenais un café avec Lydia. On parlait de tout. De ses enfants, de son mariage, de son travail, de ma peinture, de mon club de lecture, de ma vie. « Es-tu heureuse, maman » m'avait-elle demandé un dimanche matin. On était assis sur son porche arrière, regardant ses enfants jouer dans le jardin. La plus jeune, Emma, m'avait apporté un pissenlit. Je l'avais mis derrière mon oreille. Elle avait gloussé. « J'y arrive » avais-je dit. J'apprends ce que c'est que le bonheur quand il ne s'agit pas de mettre quelqu'un d'autre à l'aise. Et Trevor, avait demandé Lydia. Elle demandait toujours. Pas parce qu'elle se souciait de lui. Il n'avait jamais été proche. Mais parce qu'elle se souciait de moi. Il écrit des lettres, avais-je répondu. Chaque semaine. Il est en thérapie, suit des cours, travaille à la bibliothèque de la prison. Il dit qu'il devient quelqu'un de différent, de meilleur. Le crois-tu? Je ne sais pas, avais-je admis. Mais je n'attends pas pour le savoir. S'il fait le travail, tant mieux pour lui. S'il ne le fait pas, ce n'est plus mon problème.
J'ai fini de réparer les gens brisés au détriment de me briser moi-même. Lydia avait serré ma main. Je suis fier de toi. Ces 4 mots avaient signifié plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Parce que j'étais fier de moi aussi. Fier d'être parti. Fier d'avoir porté plainte. Fier de m'être choisi. Fier d'avoir appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est juste une autre forme d'utilisation de quelqu'un. Maintenant, c'était fin juin, presque exactement 6 mois après cette veille de Noël. Mon anniversaire était la semaine prochaine. 69 ans. Lydia organisait une fête. Sa maison, sa famille, des amis du club de lecture, un gâteau, des cadeaux, des gens qui me voulaient vraiment là. Pas parce que j'étais utile, parce que j'étais apprécié. Mon téléphone a sonné pendant que je me préparais pour un café avec Lydia. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'est un appel prépayé d'un détenu 2. La voix automatisée avait à peine fini que j'ai entendu Trevor. « Maman, tu es là. »« Je suis là », avais-je répondu, m'asseyant sur mon canapé. Le nouveau. Celui que j'avais choisi moi-même. Celui qui était confortable au lieu d'être stylé. « Joyeux anniversaire en avance », avait dit Trevor. Sa voix était différente. Plus claire en quelque sorte, moins défensive. Je sais que c'est la semaine prochaine, mais je voulais appeler maintenant. Les privilèges téléphoniques sont bizarres ici. Merci. Silence, pas inconfortable, juste honnête. J'ai entendu que tu avais vendu la maison, avait-il dit. C'est vrai. Et que tu avais acheté un condo près de Lydia. C'est vrai. C'est bien, maman. Vraiment bien. C'est une bonne fille. Meilleure que je ne l'ai jamais été en tant que fils. Tu étais un bon fils, avais-je dit. Vrai et pas vrai en même temps. Jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Et maintenant, tu dois découvrir si tu peux le redevenir. J'essaie, avait-il dit. Vraiment j'essaie. La thérapie est difficile. Faire face à ce que j'ai fait est difficile. Comprendre pourquoi je l'ai fait est plus difficile. Mais je le fais. Pas pour toi, pour moi. Parce que j'ai besoin d'être meilleur que la personne qui a appelé sa mère la bonne. Je suis fier que tu essaies, avais-je dit. Et je le pensais. Parce que le changement est difficile. La croissance est difficile. Se faire face est la chose la plus difficile qui soit. Je t'ai écrit quelque chose, avait poursuivi Trevor. Je l'envoie demain. Ce n'est pas une lettre d'excuse. On a dépassé ça. C'est plus comme une promesse, un engagement envers qui je veux être quand je sortirai. Pas de pression sur toi pour que tu répondes, que tu en prennes acte ou quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que ça arrive. D'accord. Comment vas-tu ? Avait-il demandé. Vraiment ? J'avais regardé autour de mon condo, mes peintures sur les murs, le livre du club de lecture sur ma table basse, la photo de moi, de Lydia et de ses enfants de la semaine dernière, la vie que j'avais construite en 6 mois quand j'avais enfin cessé de vivre pour quelqu'un d'autre. Je vais bien, avais-je répondu. Vraiment bien. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. Je suis content, avait dit Trevor, et il semblait le penser. Tu mérites d'aller bien, maman. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. Oui, avais-je convenu. C'est vrai. Mais j'ai appris quelque chose d'important ces 6 derniers mois. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me donne ce que je mérite. Je peux me le donner moi-même. C'est puissant, avait dit Trevor doucement. J'espère que j'apprendrai ça aussi. Tu le feras, avais-je dit, si tu continues à faire le travail. On avait parlé quelques minutes de plus avant que la voix automatisée n'intervienne. Temps écoulé. Appel terminé. Au revoir, maman, avait dit Trevor rapidement. Au revoir, bébé, avais-je répondu, et la ligne s'était coupée. J'étais resté assise là, tenant mon téléphone pendant un long moment après, pensant à cet appel, à la différence dans la voix de Trevor, à ma propre différence, au fait que la guérison n'était pas une ligne droite, mais un processus désordonné et compliqué qui était différent pour tout le monde. Puis je m'étais levé, j'avais attrapé mon sac à main et je m'étais dirigé vers mon café avec Lydia, parce que j'avais une vie maintenant, une vraie. Une où je comptais, une où je prenais de la place. Une où j'étais vu.
Ma fête d'anniversaire était parfaite. 20 personnes dans le jardin de Lydia. Des décorations, un gâteau, des cadeaux que je voulais vraiment, des gens qui m'ont serré dans leurs bras et le pensaient, des enfants qui m'appelaient grand-mère et grimpaient sur mes genoux, des amis du club de lecture qui avaient apporté du vin, des histoires et des rires. Lydia avait fait un discours, embarrassant, doux et vrai. Sur la façon dont j'avais passé 68 ans à m'occuper de tout le monde. Sur la façon dont, cette dernière année, j'avais enfin appris à prendre soin de moi. Sur sa fierté. Sur son amour pour moi. J'avais pleuré des larmes de joie. Le genre qui vient du fait d'être vu, d'être apprécié, de savoir qu'on compte. On avait coupé le gâteau. Chocolat, mon préféré. J'avais soufflé les bougies, fait un vœu, pas pour que Trevor soit différent, pas pour que le passé change, juste pour plus de ça. Plus de joie, plus de paix, plus de jours où je me sentais moi-même. Après que tout le monde soit parti et que Lydia et moi nettoyions, elle m'avait demandé, « Que as-tu souhaité ?» Je ne crois pas que je suis censé le dire, avais-je répondu en grattant le glaçage des assiettes. Depuis quand suis-tu les règles, avait ri Lydia. Bonne remarque. J'avais souri. J'ai souhaité plus d'années comme cette dernière. Plus de croissance, plus de devenir qui j'ai toujours été censé être. Tu l'auras, avait dit Lydia avec confiance. Tu es inarrêtable maintenant. Et peut-être que je l'étais. Peut-être que m'éloigner de Trevor cette veille de Noël avait été le moment où j'avais enfin cessé d'attendre la permission de vivre ma propre vie. Peut-être que la trahison avait été le cadeau dont j'avais besoin pour enfin me réveiller. Je ne savais pas si Trevor changerait un jour vraiment. Je ne savais pas si on aurait un jour une vraie relation. Je ne savais pas si la prison et la thérapie répareraient ce qui était cassé en lui. Mais je savais que j'avais changé. Je savais que je m'étais retrouvé. Je savais que j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie. Votre valeur n'est pas déterminée par le nombre de sacrifices que vous faites pour les autres. Votre amour n'est pas mesuré par ce que vous tolérez. Et il n'est jamais trop tard pour se souvenir de qui vous êtes. J'ai 69 ans maintenant. Je vis dans un condo avec de grandes fenêtres et des peintures sur les murs. Je prends un café avec ma fille tous les dimanches. Je vais au club de lecture tous les jeudis. Je peins quand je le veux. Je dis non quand j'en ai besoin. Je prends de la place sans m'excuser. Mon fils m'écrit des lettres de prison. Parfois, je réponds. Parfois, non. C'est mon choix maintenant. Tout est mon choix. Trevor sort dans 2 ans. Je ne sais pas ce qui se passera alors. Je ne sais pas si on reconstruira, si on restera distant ou si on trouvera un terrain d'entente. Je ne sais pas s'il sera l'homme qu'il promet d'être dans ses lettres. Mais je sais qui je serai. Je serai la femme qui est partie quand on l'a appelée, la bonne. La femme qui s'est choisie. La femme qui a appris qu'il n'est jamais trop tard pour cesser d'être invisible. Si vous avez déjà été traité comme si vous étiez invisible dans votre propre vie, si vous avez tout sacrifié pour être traité comme si ce n'était rien, si vous avez déjà été traité de sans valeur par quelqu'un que vous aimiez, j'ai besoin que vous entendiez ça. Vous avez toujours du pouvoir. Vous avez toujours de la valeur. Vous avez toujours le droit de vous choisir. À quiconque mène sa propre bataille en ce moment, à quiconque a l'impression de disparaître dans sa propre maison, à quiconque a été traité comme une aide au lieu d'une famille, votre histoire n'est pas terminée. Vous pouvez partir. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez vous souvenir de qui vous étiez avant d'apprendre à être petit. Quelle leçon vous a le plus frappé dans mon histoire? Et si vous étiez à ma place cette veille de Noël, qu'auriez-vous fait? Je veux le savoir. Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur la prochaine vidéo sur votre écran dès maintenant et regardez une autre histoire puissante de notre chaîne. Ces histoires comptent. Votre histoire compte. On mérite tous d'être vus. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire. Partagez ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui disparaît, quelqu'un qui a oublié sa valeur. Faites-lui savoir qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Je m'appelle Maureen Caldwell. J'ai 69 ans. On m'a appelé, la bonne, dans ma propre maison, par mon propre fils, et je suis parti. La meilleure décision que j'ai jamais prise. À la prochaine. Continuez de vous choisir.